journaliste, auteur de très nombreuses biographies et habitué de TV Liberté. Mon invité est Jean-Claude Rollinat. Bonjour Jean-Claude Rollinat. Bonjour Martial. Vous êtes venu pour présenter un ouvrage intitulé Israël-Palestine, la mort aux trousses. Bien évidemment, un livre qui entre parfaitement dans l'actualité que nous vivons depuis plusieurs mois et plusieurs années, voire même, on va le voir, plusieurs décennies. Alors, dans la préface de l'ouvrage, le professeur Olivier Pichon, qui est animateur de Politique Éco sur TVL, écrit « Il est toujours difficile, voire risqué, de publier sur cet interminable conflit ». Et il est vrai que reconstitué après 20 siècles d'absence, l'État juif apparaît encore comme une pièce rapportée dans une région qui ne l'a jamais vraiment acceptée. Oui, vous avez mis le doigt sur la réalité. Voici une société qui s'est constituée en État organisé presque 20 siècles après que son peuple ait été dispersé. Alors vous connaissez l'histoire, hein, la destruction du temple, la résistance de Massadar et puis l'éparpillement du peuple juif aux quatre coins de l'univers, si je puis dire. Et cette idée quand même de revenir aux sources, de revenir sur la terre des aïeux, a quand même traversé les siècles et un certain nombre de personnalités, notamment au XIXe siècle. Alors je pense à la famille Rothschild, surtout à, comment dirais-je, à Theodor Herzl, et puis à la famille Weizmann. Tous ces gens-là ont été les pères initiateurs du sionisme moderne, du sionisme contemporain. Alors qu'est-ce que c'est que le sionisme? Eh bien c'est l'idée de rebâtir un État au pays de Sion. C'est du nationalisme juif intégral, avec l'idée de revenir sur la terre des pères. Donc cette idée a mûri. Il y a eu le fameux congrès de Bâle en 1897, où toutes les associations juives d'Europe, évidemment, sont venues participer à l'organisation de cette idée, à la mise en œuvre de l'idée d'un sionisme militant. Et puis, vous avez eu en 1917, donc quasiment juste avant la fin de la guerre, la déclaration de Lord Balfour, ministre britannique, qui a effectivement reconnu tout l'intérêt pour les Britanniques, entre autres, d'avoir la constitution d'un foyer national juif en Palestine. C'était pour remercier les Juifs d'avoir donné un sérieux coup de main dans la lutte contre l'Empire allemand et les empires centraux, à savoir les Turcs, les Allemands et les Austro-Hongrois. Voilà. Alors on en est là, et à partir de cette année, mais ça avait déjà commencé un petit peu avant la fin du siècle, des terres étaient achetées en Palestine par donc l'organisation juive internationale, et on y installait des migrants juifs plutôt pauvres et qui défrichaient la terre dans des conditions quand même assez dures. On pourrait comparer ça à l'installation des pieds noirs dans notre Algérie. Voilà. Et alors, petit à petit, évidemment, la population juive a grossi, ce qui n'était pas sans, si vous voulez, créer une certaine animosité avec les occupants arabes de la Palestine sous le mandat turc. Et l'Empire central ottoman étant tombé avec ses homologues, la Palestine a été attribuée par la Société des Nations aux Britanniques sous forme de mandat, parallèlement au mandat accordé à la France, à la Syrie et au Liban voisin, et au mandat accordé au Royaume-Uni, à la Transjordanie, qui allait devenir le royaume hachémite de Jordanie, et à l'Irak. Donc, ce Moyen-Orient est en place, plus ou moins sous la tutelle des Occidentaux, tout au moins de deux pays importants d'Europe occidentale, et la communauté juive il y avait toujours eu quand même un mince filet de population juive depuis la nuit des temps en Palestine. Même pendant les presque 2 siècles où les rois croisés, appelons-les comme ça, se sont installés en Palestine, il y a toujours eu, si vous voulez, cette population juive, qui vivait effectivement en reclus et dans ces ghettos. Bien, quand les royaumes chrétiens sont tombés, à savoir le royaume de Jérusalem, le comté d'Édesse, le comté de Tripoli, etc., évidemment, ce sont les Turcs qui ont fait main basse sur toute la région et qui ont imposé leur système et leur dictature, disons-le. Alors, en 1917, la déclaration Balfour.
le mandat britannique s'installe et le foyer national juif, lui, s'organise sérieusement. Et il va bénéficier, bien entendu, au fur et à mesure des années qui passent, de flux migratoires très variables. Et alors, il faut reconnaître que quand même, les pogroms qui ont eu lieu en Europe de l'Est ont largement favorisé l'arrivée de colons juifs en Palestine. Et le drame, effectivement, des camps de la mort sous le régime hitlérien a indirectement participer au peuplement d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale, puisque un tout petit nombre de survivants y est allé, mais surtout les Juifs d'Europe ont pris peur, bien sûr, et ont pris conscience de ce qui pouvait leur arriver, et donc massivement, ils se sont installés en Palestine. Or, ça a posé immédiatement un problème aux mandataires britanniques, puisque ces sujets arabes voyaient ça plutôt d'un très mauvais œil. Donc, nous allons assister, à partir de ces années-là, à une confrontation armée entre les mouvements terroristes juifs, l'armée britannique et la résistance arabe. Alors, pour comprendre Israël et le conflit ou la détestation entre juifs et arabes, vous étudiez l'évolution politique en fait, du pays. À sa naissance, Israël était, vous l'avez rappelé, majoritairement composé de pionniers laïcs, socialistes et bâtisseurs. Mais ce n'est plus le cas du tout, bien sûr, et ce n'est pas sans conséquence. Oui, vous avez mis le doigt sur une réalité. Nous allons le redire. À l'origine, Israël est une idée de gauche, est une idée généreuse. D'ailleurs, les partis politiques qui vont gouverner Israël pendant les 2 premières décennies sont des partis de gauche, le MAPAM et le Parti travailliste. Et puis, au fur et à mesure que la population va changer, c'est-à-dire que cette population qui était majoritairement ashkénaze va s'enrichir de populations séfarades, à savoir des juifs orientaux, qui sont venus des pays arabes. Parce que, effectivement, il faut être honnête, dans le même temps que 500 000 Palestiniens ont été chassés à la guerre de 48 par les combats, et puis par aussi la poussée de l'armée israélienne, et puis aussi par les discours des pays arabes qui disaient « Fuyez mes frères, nos armées vont revenir et vous pourrez arriver dans leur fourgon ». Et en même temps, les pays arabes ont fait en sorte que les Juifs soient expulsés. Donc il y a eu une espèce de chassé-croisé de population. Bien. Donc la Nakba, cette période dramatique pour les Arabes de Palestine, c'est l'exode, c'est la fuite sans retour. Donc on en voit d'ailleurs les conséquences. Israël acceptera, après le règlement de 49 des accords d'armistice de Rhodes de 1949, le retour de 100 000 Arabes. Ces 100 000 Arabes et ceux qui étaient restés sont devenus 2 millions de citoyens ayant la nationalité, mais d'origine arabe, majoritairement musulmans, un tout petit peu de chrétiens. Donc nous avons une société mixte, si vous voulez, mais dont le substrat a légèrement changé. Aux pionniers que vous décriviez, qui étaient ashkénazes socialistes, sont quasiment petit à petit sont remplacés par des populations orientales qui ne sont pas d'une idéologie, si vous voulez, progressiste, qui sont particulièrement réactionnaires, profondément religieuses et d'orientation économique libérale. Voilà. Alors, c'est ça qui nous amène à Netanyahou. Oui, Netanyahou, il tient uniquement, si vous voulez, grâce à la proportionnelle quasiment intégrale. Rappelons-le, avec 2% des voix, vous avez des représentants politiques, et les partis religieux, le parti de la Torah, le Chasse, Bethénou, etc., tous ces partis-là sont à la charnière. Et Netanyahou ne tient que par eux. Je regardais sur les atouts et les handicaps d'Israël. Premier atout quand même, c'est malgré les revers importants du 7 octobre, Tsahal, l'armée d'Israël et la technologie de pointe, ce sont des atouts dans la région. Oui, alors... malgré le 7 octobre. Je vais vous dire une chose. Israël ne risque pas d'être détruit, ça c'est clair. Israël détient une force nucléaire importante, bien que officiellement l'État juif ne l'ait jamais reconnu. Enfin, tous les experts le savent. Bon, Israël a le bras long et il peut frapper dans un rayon de 2000 à 3000 kilomètres qui il veut quand il veut. Les pays arabes le savent aussi, qui parlent d'un arsenal de la terreur. Oui, mais d'un autre côté, ça ne garantit pas la sécurité des citoyens israéliens. On l'a vu avec l'épreuve de Gaza. Pourquoi ? Parce que l'État d'Israël ne pourra jamais mettre
un gendarme derrière chaque Arabe. Or, si les 2 millions d'Arabes israéliens, dans leur immense majorité, sont calmes, parce qu'ils bénéficient quand même des retombées d'un niveau de vie, il faut bien le reconnaître, largement supérieur aux pays voisins, les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie dans des conditions indignes, je ne parle pas ceux de Gaza, on voit bien ce qui se passe, mais ces gens-là ont la haine au cœur. Comment voulez-vous que le grand Israël dont rêvent les religieux juifs puisse exister, si vous voulez, en paix? C'est impossible. Là, il y a quelques jours, on vient de voir encore qu'il y a eu des attentats à la voiture bélier. Il y aura toujours des kamikazes vivant à l'intérieur des frontières d'Israël qui seront prêts à se faire exploser pour leur cause. Est-ce que vous considérez que le handicap vraiment vécu par Israël, alors c'est quand même sa démographie, à court terme d'ailleurs, alors, même pas à moyen terme. Oui, je dirais, oui, enfin, si l'Alia, c'est-à-dire cette montée, si vous voulez, ce retour sur la terre des pères, s'asséchait, il est évident qu'il pourrait y avoir un problème. On a comparé l'indice synthétique de fécondité, un mot très barbare, n'est-ce pas, entre les femmes arabes et les femmes juives. Et il est évident que les femmes arabes qui vivent en Israël ont un taux de fécondité identique, quasiment identique aux femmes juives. C'est-à-dire légèrement plus de 2. Bon, ce qui suffit à renouveler la population. En revanche, en Cisjordanie, comme dans la bande de Gaza, c'est l'explosion. Dans la bande de Gaza, avant les événements, c'était quasiment 6 à 7 enfants par femme, c'est-à-dire presque un taux de reproduction identique au Niger. Donc, si vous voulez, si vous faites une projection sur le long terme, s'il y avait le grand Israël, vous arrivez à un moment donné à ce que les courbes se croisent. Et dans un même, si vous voulez, dans une même entité politique, vous auriez plus de population d'origine arabe que de population d'origine juive. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que les juifs appliqueraient l'apartheid, c'est-à-dire des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone? C'est pas possible, à l'époque dans laquelle nous vivons, que dans un même État, vous ayez des citoyens qui aient droit aux banquettes de première classe et à d'autres qui aient droit aux banquettes de deuxième classe. C'est une situation qui n'est pas tenable à long terme. Or, les seules solutions possibles, c'est effectivement le partage le plus équitable possible de la Palestine. On va y revenir. On va rester quand même aussi sur le peuple palestinien. Vous affirmez qu'il est urgent et d'une urgence vitale. Vous dites que le peuple arabe de Palestine est son expression politique indépendante. Et là, je me suis dit, en fait, depuis Arafat, qui a donné ce sentiment d'avoir un porte-parole décrié, mais réel, de la Palestine, on ne voit plus très bien à qui on peut parler. Mahmoud Abbas n'a jamais été un interlocuteur de même hauteur, de même valeur. Et on a plutôt ce que vous appelez d'ailleurs vous-même une nébuleuse palestinienne. Absolument. On a une nébuleuse de partis politiques, de mouvements politiques. Israël n'aide pas, d'ailleurs, à défaire la nébuleuse. Si vous voulez, c'est la symétrie. C'est la symétrie. Les partis politiques israéliens, comme les mouvements politiques palestiniens. Alors là, oui, le terme de nébuleuse peut être appliqué aux deux. Effectivement, vous avez raison, Arafat était le symbole, comme d'autres, Nelson Mandela a pu l'être en Afrique du Sud à un temps donné. Mais Arafat n'est plus. Et Mahmoud Abbas n'est à la tête d'une autorité palestinienne corrompue. Il semblerait, si les sondages sont justes, j'émets un certain nombre de doutes, que le Hamas, qui est le mouvement de résistance islamique, ait taillé des croupières sérieuses au Fatah. D'ailleurs, il l'avait battu militairement à Gaza, quand les Israéliens se sont retirés en 2005. Il avait gagné les élections et ça s'était très mal terminé pour le Fatah. Et à l'heure actuelle, il semblerait qu'en Cisjordanie... Le Fatah, c'est l'autorité palestinienne. Pardon ? Le Fatah, c'est l'autorité palestinienne. Oui, le Fatah, c'est l'autorité palestinienne. Et il semblerait qu'en Cisjordanie, la majorité des Palestiniens penchent en faveur du Hamas. Or, le Hamas, lui, contrairement au Fatah, ne reconnaît pas le droit à Israël d'exister. Ça, c'est le cœur du problème. Et le Fatah avait négocié, Rabin, rappelez-vous, les accords d'Oslo, Oslo 1, Oslo 2, 1993-1995, avait négocié une sorte de modus vivendi. Vous me parliez tout à l'heure
des oasis qui avaient été restituées de pleine souveraineté à la Palestine arabe, mais c'était des pastilles, hein, un État croupion. La Cisjordanie actuelle, si vous voulez, mangée par les colonies juives, n'est pas viable, avec ses routes de contournement, ses checkpoints constants. Bon, c'est pas possible, elle n'est pas d'un seul tenant. Bon, si vous voulez, c'est la France de Vichy en pire, si je puis dire. Hein, Ramallah, au moins à Vichy, le maréchal Pétain pouvait au moins gouverner la moitié de la France, le sud de la France. Mais là, la Palestine, c'est complètement éclaté. Ce sont des pastilles, ce sont des parcelles éparpillées. Donc, il n'y a aucune continuité territoriale. Et je pense que c'est le plan des ultra-sionistes que de rendre impossible l'existence d'un État palestinien en Cisjordanie. Face à la confrontation, à l'exacerbation des haines que l'on voit, certains qualifient Israël d'État terroriste, d'autres disent qu'Israël est un État terrorisé. Quelle est la solution ? En France, notamment, certains soutiennent un État unique, on les entend, ou binational. Alors, un État binational, vous pouvez l'imaginer, dans le contexte actuel, est impensable. On a le contre-exemple du Liban. Le Liban, en 1943, obtient une indépendance contrôlée par la France, mais à l'époque, alors c'est un État arabe, mais multiconfessionnel. C'est-à-dire que vous avez des chiites, vous avez des sunnites, des druzes, les chrétiens, et les chrétiens qui sont morcelés en de multiples communautés. Les maronites, catholiques grecs et orthodoxes, et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais à l'époque, si vous voulez, les chrétiens étaient le ciment de cette unité libanaise. C'était la Suisse du Moyen-Orient. C'était un pays de commerçants. C'était la Phénicie, si vous voulez. Et les chrétiens étaient majoritaires. Mais aujourd'hui, après toutes ces guerres, après l'invasion syrienne, après les conflits entre Israël et le Hezbollah, les chrétiens ont fui massivement. Et les chrétiens ne représentent plus qu'un tiers de la population. Et alors vous avez un pays invivable. Comment peut-on... je prends un autre exemple exotique. Sri Lanka, Tamoul, Singhalais. On a eu une guerre. Cette guerre s'est terminée par la victoire totale des Singhalais contre les Tamouls. Bon, je pourrais prendre le Kurdistan. Je pourrais même prendre les îles Fidji, paradisiaques, où vous avez la moitié de la population qui est polynésienne et l'autre moitié qui est d'origine indienne. Hein, les Anglais les avaient fait venir pour travailler dans les plantations. Je pose la question encore plus cruelle quand Rima Hassan ou d'autres disent, disent ou laissent penser qu'on peut évacuer. De quelle façon, je ne sais pas, l'État d'Israël. Vous leur répondez quoi? Non, mais c'est grotesque. C'est une vue de l'esprit. C'est grotesque. D'abord, je considère que ça ne serait pas juste. Parce que, objectivement, les Juifs ont droit d'avoir une entité politique à eux. On l'a évoqué déjà, il y a eu des tentatives qui ont été faites, notamment en Russie. Staline avait créé le Birobidjan pour regrouper tous les Juifs dans cette oblast, au fin fond de la Sibérie. Il y a eu aussi l'idée d'installer les Juifs en Ouganda et à Madagascar. Bon, soyons réalistes. Le berceau des Juifs, le berceau historique des Juifs, qu'on le veuille ou non, c'est la Palestine. Donc il va falloir que les Juifs, s'ils entendent vivre en paix pour l'éternité, s'accordent avec leurs voisins. Sans ça, ils n'auront jamais les territoires et jamais la paix. Le mur, si vous voulez, protège le mur en Cisjordanie. Je ne parle pas de la barrière à Gaza, qui a servi à rien du tout, la preuve. Mais le mur, effectivement, est un rempart important. Mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur d'Israël, je l'ai évoqué tout à l'heure, il puisse y avoir des terroristes, comme chez nous, nous en avons d'ailleurs. Est-ce que la solution à deux États, qui est celle qu'a toujours prônée la France jusqu'à peu de temps, qui était celle de la position de la France traditionnelle, est-ce qu'elle reste toujours la plus appropriée, finalement, même si elle paraît la plus compliquée à mettre en place? Il n'y a pas d'autre alternative. Alors si, on pourrait considérer que la Jordanie et cet État palestinien. Car la Cisjordanie appartenait à la Jordanie jusqu'en 1967 et la guerre des 6 jours. Ces frontières biscornues étaient les héritières de la guerre de 1948, ces frontières ont été, si vous voulez, gelées lors de l'armistice de Rhodes en 1949. Elles ont été gelées, ça ressemble à rien. Quand vous regardez la carte, vous avez Jérusalem qui s'enfonce entre les deux boursouflures, que les Juifs appellent Judée-Samarie et que les Arabes appellent West Bank, parce que c'est la partie occidentale du Jourdain, ou qu'ils appellent Cisjordanie. Ça appartenait à la Jordanie. En 88, le roi de Jordanie, Hussein de Jordanie, qui avait écrasé
la rébellion Septembre Noir une bonne dizaine d'années avant, hein, parce que les Palestiniens, qu'on le veuille ou non, sont 50% de la population de la Jordanie. La reine de Jordanie est d'origine palestinienne. Donc il y a, qu'on le veuille ou non, déjà un État ou un proto-État palestinien. Mais, vous savez, en disant cela, qu'on va vous répondre tout de suite que Jérusalem, qui est la ville 3 fois sainte, elle ne peut pas rester non plus sous domination juive. Alors, ce qu'il faudrait... Voilà encore un nouveau problème. Ah, mais vous avez tout à fait raison. Prenons le cœur de la ville. Là, c'est là où cette ville qui est fortifiée, celle qui est à l'intérieur des remparts avec ses 4 quartiers historiques, le quartier juif, le quartier arménien, le quartier musulman, etc. J'oublie le 4e. Ce cœur historique, c'est là où on devrait créer une sorte de Vatican, si vous voulez, passez-moi l'expression, sous contrôle international, avec un conseil municipal représentant toutes les communautés. Parce que là, c'est le cœur religieux. Il y a le Kettel, le mur des lamentations. Nous avons le Saint-Sépulcre. Nous avons la mosquée d'Omar et la mosquée Al-Aqsa. Là, on a le cœur des 3 religions monothéistes les plus importantes au monde. Alors, je ne vois pas pourquoi une seule aurait l'exclusivité de la souveraineté sur le cœur, encore j'insiste, sur le cœur de la ville, pas sur l'ensemble de Jérusalem. Que l'ensemble de Jérusalem puisse être, Jérusalem-Ouest, même avec ses banlieues largement bétonnées aujourd'hui, puisse être israélienne, ça, personnellement, intellectuellement, ça ne me dérange pas. En revanche, ce qu'il faudrait accorder aux Palestiniens, si un État palestinien devait voir le jour, c'est qu'ils aient une possibilité d'installer sur une partie de Jérusalem-Est leurs institutions. On n'en sortira pas. Le grand Israël peut exister, il n'aura jamais la paix. Et un jour, qui nous dit que les Juifs des États-Unis ou d'ailleurs ne cesseraient pas de payer et de financer et d'aider, et qu'un jour, les Américains, les États-Unis et d'autres diraient « je commence à nous casser les pieds, passez-moi l'expression ». Si vous voulez, les dirigeants israéliens actuels sont un danger pour la population de leur pays. D'ailleurs, regardez les manifestations importantes qui ont lieu contre Netanyahou, qui est un fauteur de guerre et qui, à mon avis, se cramponne au pouvoir uniquement pour échapper à la justice. Et vous notez dans le livre que le drame du 7 octobre, qui avait entraîné une réprobation et une émotion générale, a été finalement balayé et que Israël a fini néanmoins par perdre la bataille de l'image. Ah, vous avez totalement raison, Martial. Israël a perdu la bataille de l'image alors qu'il aurait très bien pu exploiter l'horreur des massacres du 7 octobre, la barbarie, si vous voulez, intégrale. Mais là, les images ont choqué le monde entier. Où la bande de Gaza, 350 km², 2 millions d'habitants, un immeuble sur 2 est rasé. Et vous avez cette population qui tourne en rond, qui fuit les bombardements, qui fuit les missiles. On leur dit « allez ici, vous allez être en sécurité ». Après, on leur dit « allez là ». Et alors, vous avez le jeu vicieux et pervers du Hamas qui cache ces hommes dans des cibles civiles, dans des hôpitaux, dans des écoles, dans les tunnels. Et le Hamas, si vous voulez, a piégé Israël. Le Hamas n'en a rien à faire des pertes du peuple palestinien. Ça lui sert son image. Ça le grandit aux yeux du monde arabe. C'est le résistant. Regardez, combien de mois après le déclenchement de l'opération des représailles, Israël n'est pas venu à bout de cette poignée de gueux. Donc l'État, un État, si vous voulez, militairement aussi puissant, n'arrive pas à venir à bout, je le dis, d'une bande de gueux. Et le monde entier. Et ben, le monde entier, évidemment, ne soutient plus la version israélienne, a oublié complètement le massacre de ces jeunes gens dans la rave party dans le désert, etc. Ces otages enlevés dans des conditions totalement inhumaines et détenus dans des conditions inhumaines. Tout ça, c'est oublié. Et encore détenus aujourd'hui. Finalement, Israël et Palestine ont un point commun. Si je vous lis et si je vous écoute, c'est que, et c'est celui que vous mettez en exergue de votre propos, d'ailleurs, ils ont la mort aux trousses. La mort aux trousses, c'est désespérant. Si vous voulez, objectivement, vous y êtes allé, moi je suis allé là-bas aussi, les pays périphériques aussi, bien entendu, c'est désespérant parce que c'est une région quand même qui est magnifique. C'est une région qui est magnifique, elle est pétrie d'histoire, etc. Et se dire que ce gâchis humain, alors que ce sont des Levantins, ce sont des Sémites, tout pousse à ce qu'ils dialoguent, à ce qu'ils commercent ensemble. Enfin, rappelons-nous l'Antiquité, la Phénicie, etc. Eh ben non. Là, il y a ce drame, ce divorce, cette crispation ethno-religieuse
Mais on n'a pas vu ça ailleurs. Le conflit russo-ukrainien à côté, mais passez-moi l'expression, c'est de la gnognotte à résoudre. Voilà. Moi, j'ai vu les chrétiens de Palestine, j'ai vu les chrétiens qui étaient aussi en Israël, et puis c'était au milieu de tout cela, et j'ai une pensée pour eux, si vous me permettez, tous les chrétiens d'Orient d'ailleurs, qui vivent eux aussi dans des conditions très difficiles. Merci beaucoup. Israël-Palestine, La mort aux trousses, c'est aux éditions du Alpha. Je vous invite bien évidemment à vous procurer cet ouvrage que vous retrouvez sur tvl.fr dans notre rubrique boutique. Vous en avez bien évidemment pris depuis plusieurs années l'habitude. Merci Jean-Claude Rollinat. Merci Martial.